Merci. Donc, alors, il faudrait que je remette... c'est ça. OK. Donc, la table ronde qui suit va consister à essayer d'expliciter un petit peu plus dans les détails ce que c'est que cette science ouverte, d'où ça vient, où on va, comment, etc. Rentrer dans les détails, en fait, c'est un petit peu l'idée. Et avant donc de vous présenter les différentes personnes qui constituent cette table ronde, le problème de départ, les deux problèmes de départ, on va dire, sont les suivants. Nous faisons, dans le cadre de cours ou d'interventions sur l'intégrité scientifique, un certain nombre donc d'interventions dans différentes universités, hôpitaux, etc. Et pas seulement auprès d'étudiants, mais aussi auprès de chercheurs, enseignants-chercheurs. Et à chaque fois, nous, quand je dis nous, c'est Jacques Hayech, Christian Hervé ou moi, et bon, peut-être que ça vous arrive à vous ici aussi, vraisemblablement. À chaque fois, nous posons la question, est-ce que vous connaissez le plan S? Et à chaque fois, la réponse, il y a peut-être un ou deux doigts dans une assemblée comme ici qui se lève, et c'est tout. Donc, les collègues, et a fortiori les étudiants, ne sont pas au courant, déjà. Donc, alors, ça nous pose un problème, parce que eux ne sont pas au courant, et nous, on est limité dans les réponses qu'on peut donner parce qu'on ne les a pas toutes. Et c'est très bien donc qu'il y ait eu ce séminaire sur ce que fait l'ANR actuellement, parce qu'on commence à comprendre un petit peu comment ça fonctionne, et c'est pas évident. En fait, c'est ça le point principal qui a motivé cette table ronde sur la science ouverte. Et en fait, il y a, et je vais vous les montrer tout de suite, et je vais revenir ensuite à cette diapo-là, il y a un certain nombre de questions auxquelles on a réfléchi. Vous voyez, elles sont nombreuses, hein, beaucoup de questions. Et on espère pouvoir, peut-être pas répondre à toutes ces questions ici à cette table ronde, mais au moins que toutes ces questions soient abordées. Et c'est pour ça que cette table ronde est conséquente. Hein. Il y a 6 intervenants, plus Martine Garnier qui va aussi certainement pouvoir intervenir. Et donc, l'idée, c'est d'aborder tous ces points au cours de cette table ronde. Donc, je vais appeler à la barre les différents participants. Merci aux 6 participants de cette table ronde d'avoir accepté. C'est comment on dit en français, un challenge important parce qu'il y a beaucoup de questions et donc il y aura beaucoup de discussions. Et alors, donc, les personnes qui vont participer à cette table ronde sont Olivier Le Gall, qui, si tu veux bien, Olivier, venir. Alors, est-ce qu'il y aura assez de chaises? Oui, il y aura assez de chaises, je pense. Olivier Le Gall, qui est président du Conseil scientifique de l'intégrité scientifique. Et je voulais juste citer une phrase d'Olivier Le Gall que j'ai trouvée. Le Conseil français d'intégrité scientifique éclaire et promeut par ses réflexions les politiques et les actions pour l'intégrité scientifique dans les collectifs de recherche au niveau national. Voilà. Ça vous donne une petite idée. Il y a une douzaine de membres dans ce conseil que préside Olivier. Merci d'avoir accepté, Olivier. Je sais que tu étais ailleurs ce matin. Tu as été obligé de venir un peu en courant. Donc, merci beaucoup d'être là. Michel Paul, que j'ai vu arriver tout à l'heure, voilà qui est là. Merci, Michel, d'être venu, qui est directeur de recherche INSERM. Et qui est, alors, j'ai trouvé en anglais le titre Deputy Director of Scientific and Technical Information à l'INSERM. Donc, c'est directeur du département, voilà, à l'INSERM. Et c'était important pour moi qu'on se voit parce qu'on a déjà échangé pas mal par mail et par téléphone. Et donc, bon. L'aspect sciences ouvertes et INSERM est très importante à avoir ici. Merci d'être venu. Alors, Julien Sampéré, que je connais pas pour l'instant. Merci beaucoup d'être venu. Donc, chef du projet Learning Center de l'Université Paris-Saclay. Et donc, l'Université de Paris-Saclay, merci d'être venu et partenaire donc, de ce séminaire. Christophe Pion, voilà. Merci aussi d'être venu, qui est directeur adjoint service recherche des bibliothèques de l'Université de Paris. Hein, désormais, c'est l'Université de Paris. Et c'était Paris Diderot, mais donc je pense que ça continue à l'Université de Paris. Hein, enfin, on va en parler. Et c'est important d'avoir des spécialistes de la documentation dans cette table ronde. Boris Barbour, qui est directeur de recherche au CNRS à l'École normale supérieure et qui est
co-organisateur de PubPeer. Tu préfères te mettre là? Merci Boris. Tu es en fait, on va dire, un peu de toutes les parties. Dès qu'on organise quelque chose, Boris est là. Et Agnès Henry, je voudrais vraiment m'excuser, c'est Henry avec un I et pas avec un Y, et ça traîne depuis longtemps, ce Y. Je suis vraiment désolé de cette petite bourde, qui est directrice générale de EDP Sciences. Et là aussi, il nous fallait, on va dire, une éditrice pour cette table ronde. Voilà, donc voilà les différents participants. Et c'est une table ronde, comme vous le voyez, conséquente. Alors, ce que je vais faire là simplement, je vais vous donner la parole tout de suite, mais ce que je voulais faire, c'est peut-être essayer de cibler un petit peu les discussions. Et ce que j'aurais aimé faire, c'est d'abord donner la parole à Michel Paul. Pourquoi? Parce que vous voyez ce qu'il y a en premier là. La date de début du plan S a été repoussée à janvier 2021. Alors, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que si vous avez des présentations PowerPoint, peut-être vous avez prévu ça, les uns et les autres, non? Voilà. Donc, on va pouvoir les mettre au fur et à mesure, non? Michel, tu as... Non? OK. Et en fait, parce que la date de début du plan S a été repoussée à janvier 2021, doit-on s'attendre à un délai supplémentaire à cause des difficultés à mettre en œuvre ce plan? Et en fait, pourquoi je m'adresse à Michel Paul, c'est qu'on a eu déjà cette discussion-là. Quelle est la différence entre le plan S et le plan national pour la science de la ministre de juillet 2018? Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus? Alors, c'est une question piège, celle que vous me posez par rapport effectivement à la possibilité que le plan soit à nouveau retardé ou en tout cas décalé dans le temps. Mais je vais plutôt répondre à la différence entre les deux plans parce que c'est plus facile. Je ne suis pas devin, donc je ne sais pas si le plan S a une chance d'être décalé à nouveau. J'espère que non, parce que ce serait extrêmement dommage pour tout le mouvement qui est en cours. Mais je veux dire, la différence, elle était fondamentale dans la première version du plan S. Elle s'est un petit peu atténuée depuis la deuxième version du plan S. Je m'explique. Dans la première version du plan S, les archives ouvertes étaient passées quasiment sous silence, alors que les archives ouvertes dans le plan national pour la science ouverte sont vraiment la pierre angulaire finalement de ce plan national pour la science ouverte. Et donc c'est ce qu'on était nombreux à reprocher au plan S depuis le début, c'est qu'il était extrêmement stringent. Moi j'avais tendance à dire, quand je parlais avec des étudiants ou avec des chercheurs de mon institut, c'est une pavée dans la mare qui se veut vraiment secouer un tout petit peu la communauté. Donc je pense que c'était un petit peu à dessein, que c'était extrêmement stringent. Ensuite, vu effectivement la période de débat qui était ouverte en ligne pour que les gens, les institutions, les éditeurs aussi évidemment, puissent s'exprimer sur le plan S. Donc finalement, ils en ont tenu compte et ils ont inscrit cette fois-ci très clairement dans le plan S une des possibilités finalement d'être en accord avec ce plan S, c'est de déposer les MAA, donc les manuscrits auteurs acceptés, dans des archives ouvertes. Et ça, c'était vraiment le point qui manquait à l'origine. Bon, ensuite, il y a eu d'autres amendements dans le plan S, mais je pense que vraiment à la question de la différence fondamentale entre ces deux plans, le plan national et le plan S, c'est celle-ci. D'accord ? Voilà. Et en fait, bon, alors il y a plusieurs autres choses évidemment dans le plan S, mais en gros, la question va être est-ce que ce plan S, une fois effectif en 2021, va complètement modifier la façon dont on doit publier, puisque en fait le plan national pour la science a été signé, enfin a été défini par la ministre en juillet 2018, donc il est effectif. Alors que le plan S ne l'est pas encore. Est-ce que l'arrivée du plan S va modifier la façon dont on va devoir publier? Alors, modifier certainement, mais dans un premier temps, justement, on va pouvoir, j'allais dire, y aller progressivement. D'abord, il y a cette question de journaux hybrides qu'on évoquera certainement dans le débat, qui là aussi a été un petit peu assoupli dans la deuxième version du plan S. Et puis, encore une fois, il y a ces archives ouvertes. Et donc, on va être finalement en compliance avec ce plan-là, en utilisant tout simplement cette possibilité qui nous est encore offerte, c'est de publier dans les journaux hybrides, même si nous, on déteste ça, puisque, encore une fois, tout le monde le sait, on paye 2 fois finalement quand on publie dans un journal hybride. Mais c'est surtout, on va être compliant avec ce plan parce qu'on va pouvoir déposer tout simplement nos manuscrits dans HAL, voilà, pour parler simplement. Et donc, finalement, dans le procédé pour un chercheur, il va pouvoir s'en sortir assez facilement en déposant son manuscrit dans l'archive ouverte et il sera quand même en accord avec le plan S.
Donc je pense que ça va modifier un petit peu la façon de penser des chercheurs, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais je pense que dans ce domaine-là, un mot-clé, c'est être pragmatique. Si on dit aux chercheurs, publier dans une revue en Open Access Gold, sans lui donner la possibilité finalement de trouver un journal de haut niveau qui soit en accès ouvert immédiat, il va dire mais pourquoi je devrais faire ça? Il faut donc donner à un chercheur le moyen de publier dans un journal qui est un journal de très haut niveau, même s'il est en open access. Il faut ensuite, le mot a été lâché, veiller à ce que l'évaluation de la recherche enfin soit profondément modifiée. Un chercheur, et même les jeunes chercheurs, et très honnêtement j'ai été très étonné quand j'ai discuté avec les jeunes recrutés à l'INSERM, tous ne jurent que par l'excellence d'un journal, tous. Et donc ils ont tous en tête le facteur d'impact. Tant qu'on ne va pas éradiquer cette façon de voir, jamais ils vont comprendre pourquoi ils devraient publier dans un journal en accès ouvert qui n'a pas forcément des impact factors d'un Lancet, d'un Nature ou je ne sais pas quoi. Voilà. Donc ce pragmatisme, pour moi, c'est vraiment la chose la plus fondamentale. C'est offrir finalement les solutions aux chercheurs pour qu'ils soient en accord avec le plan national, en accord avec le plan S, et on espère que le plan S vraiment sera mis en œuvre à la date telle que ça a été prévu. Et pour avoir discuté avec Thierry Damerval, donc le directeur de l'ANR, lui, l'idée qu'il a, c'est justement petit à petit porter la bonne parole, j'allais dire, vers tous les établissements français pour qu'eux aussi, ils comprennent et ils adoptent le plan S. Donc, in fine, si on va y arriver, tout le monde va s'y plier. D'accord, donc merci. On va certainement continuer sur cette discussion-là après, mais peut-être que, en fait, ça va dans le sens, pour l'instant, vous voyez, comment l'open science s'articule-t-elle avec l'intégrité scientifique? Et on parle d'intégrité scientifique, donc c'est Olivier Le Gall. Donc Olivier, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Je suis sûr que plein de choses. Ouais. Donc juste pour rappeler l'Office français de l'intégrité scientifique, c'est qui a pour objet de stimuler et d'aider à la constitution d'un dispositif national sur l'intégrité scientifique, comme tu le rappelais rapidement. C'était suite à la signature de la charte de déontologie des métiers de la recherche par 8 établissements et aujourd'hui une cinquantaine et plus d'autres qui suivent les préceptes mais sans l'avoir signé en 2015. Le rapport Corvol qui a été commandé par Thierry Mandon, secrétaire d'État, qui a beaucoup fait changer les choses sur le sujet. C'est un dispositif appuyé sur les établissements, ouvert à l'international, qui vise, comme je dis toujours, surtout la prévention des méconduites et des fraudes scientifiques et surtout la prévention et avant tout le traitement, parce qu'on ne peut pas laisser les contre-exemples traîner dans la nature comme c'est le cas actuellement encore. Alors, sur la relation entre intégrité scientifique et sciences ouvertes, la vision souvent naïve, je dois dire malheureusement, qui est inscrite aussi, par exemple, sur le site du ministère, la page qui annonce le plan pour la science ouverte dit le dernier point, c'est et comme ça, en plus, ça va favoriser l'intégrité scientifique. Donc, je ne dis pas que la ministre est naïve, c'est pas ça que je dis, mais néanmoins, ça, c'est une vision naïve. Parce que l'intégrité scientifique et la science ouverte, évidemment, vont dans le même sens. La transparence est une arme efficace contre beaucoup de types de méconduites. Le débat scientifique qui s'inscrit sur cette transparence est une arme efficace. Mais premièrement, ce n'est pas prouvé, que ce soit dans tous les cas. Et deuxièmement, on peut imaginer des situations, j'y reviendrai rapidement, où au contraire, il va y avoir des nouvelles façons de la méconduite ouverte. Enfin, voilà. Et donc ça, il faut qu'on l'anticipe, parce qu'il n'y a pas de raison, ça reste des êtres humains qui sont aux manettes, et donc il n'y a pas de raison. Donc ça, il faut qu'on l'anticipe. Et on a organisé un colloque, le premier colloque, on a repris l'habitude, l'Office a été créé en 2017-2018, il a repris l'habitude au printemps 2019 des colloques annuels sur l'intégrité scientifique, et le thème était intégrité scientifique et sciences ouvertes, justement organisé avec le COSO, avec Marin qui était présent pour réfléchir justement sur ces sujets-là. Au passage, une remarque, ouvrir, non seulement c'est nécessaire au titre de tout un tas de choses, parce que les citoyens ont payé, etc., et donc voilà, mais c'est un pari. Parce qu'il faut juste garder ça en tête. Moi, je suis hyper favorable à l'ouverture, il n'y a aucune ambiguïté, et puis mon CV le montre, mais ouvrir, c'est un pari. Parce que ce n'est pas tous les citoyens du monde qui ont payé, par exemple. Et
est-ce qu'on va aller vers une spécialisation des métiers? Est-ce qu'on va aller vers une spécialisation éventuellement géopolitique? Est-ce qu'on va favoriser éventuellement au niveau géopolitique des comportements coucou? Est-ce que la Chine va ouvrir autant qu'elle va utiliser, etc. Donc ça se réfléchit. Alors, le lien entre intégrité et sciences ouvertes, c'est que les deux touchent au cœur de la méthode scientifique. Et c'est pour ça, on l'a vraiment bien vu à ce colloque, les deux touchent au cœur de la méthode scientifique. L'une, pour consolider la méthode scientifique et pour l'assurer, entre guillemets, c'est l'intégrité scientifique, différent de l'éthique, complémentaire à la déontologie, enfin je vous passe les détails, tout ça. Et l'autre, pour ouvrir la méthode scientifique. Et en gros, quand on dit ouvrir la science, c'est bien beau, mais ouvrir quoi? La science, c'est un concept, donc ouvrir quoi? Et donc, ouvrir la fabrication de la méthode scientifique, ce qui est au cœur donc c'est les données, les publications, comme on l'a entendu, et comme on l'oublie trop souvent, et le plan national ne le prend pas en compte, c'est aussi comment on fait de la science ensemble, et comment la science fait dans la société et participe à la société. Et ça, c'est souvent un peu oublié. Or, c'est une des dimensions aussi dans les définitions internationales de ce qu'est la science ouverte. Donc, dans les deux cas, il y a une réflexion sur ce qu'est la science, en relation avec l'opinion, avec les savoirs locaux, avec les fake news, avec la morale personnelle ou collective. Enfin, j'ai organisé la semaine dernière, dans le cadre de la semaine de la science, c'était rigolo, j'ai participé, pas organisé, il y avait un organisateur, à 2 interventions de 2 heures avec chaque fois une classe de première ou de seconde. C'était super. On leur a fait des mini-débats de 5, 6, 10 minutes chaque mini-débat sur des sujets. Et puis ça leur permettait de voir comment la morale impacte sur le débat sur faut-il manger de la viande, comment la fake news impacte sur le débat faut-il se vacciner, comment les algorithmes de YouTube impactent sur le débat la Terre est-elle plate, etc. C'était vraiment rigolo. Donc sur l'ouverture des publications, effectivement, ça devrait rendre par exemple le plagiat plus difficile parce qu'il va être détecté plus facilement, parce que les sources seront accessibles. Ça devrait permettre de développer des nouveaux services, par exemple tout ce qui est text mining, donc se servir de réutiliser la publication, se servir des données qui sont dans les publications et des publications elles-mêmes pour réutiliser le contenu. Ça va permettre de mettre au point des systèmes de peer review qui sont innovants, peer review tout au long de la vie d'une publication, crowd-based peer review, on voit ce concept arriver par moment, en tout cas des peer review ouverts bien entendu. La revue par les pairs fait partie du débat scientifique, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui elle soit... Alors pour le coup, la revue par les pairs est complètement occultée dans les... Ça commence à émerger un peu, mais en moyenne, enfin le plus souvent, la revue par les pairs est complètement occultée. On a l'article final qui résulte de l'article initial, plus un échange avec des reviewers et l'auteur, plus un arbitrage final par l'éditeur. Et nous, on voit uniquement le résultat final mis en forme, en PDF, etc., avec toutes les balises. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, on ne voit pas du tout ce processus, alors qu'il est fondamentalement intéressant. Et puis, une mise en relation des publications, qui est aujourd'hui à peu près ineffective, qui permet éventuellement de faire de l'interdisciplinaire. Pourquoi est-ce qu'une publication donnée ne pourrait pas être valorisée à la fois par des économistes et par des écologues quand il s'agit d'économie de l'environnement, pardon. Et donc comment est-ce qu'une publication donnée peut être publiée dans 2 journaux, en tout cas reconnue par 2 communautés quand elle fait parler 2 communautés. En tout cas, aujourd'hui, le fait que les communautés soient fermées, c'est un problème pour l'interdisciplinarité. Je viens d'un institut, l'INRA, où l'interdisciplinarité est quelque chose de très important. Des publications éventuellement imbriquées, comme un travail qui évolue, peut faire autrement que de donner lieu à chaque fois à une publication entière, alors que c'est juste un truc qui évolue. Donc comment est-ce qu'on peut faire ces trucs-là? Dans le temps, il y avait je ne sais pas si c'est une bonne solution ou quoi, mais puis il ne faut pas dire dans le temps. Mais dans le temps, il y avait, je me souviens, des auteurs qui publiaient des publications avec des numéros 1, 2, 3, 4 sur un sujet donné, et pourquoi pas. Voilà. Et puis l'ouverture des publications, comment ça parle à l'intégrité scientifique. Globalement, ça va aller dans le sens de plus d'intégrité, ça c'est clair et net. Et notamment, si on considère que dans la zone grise de méconduite scientifique autour de la fraude, qui sont falsification, plagiat et fabrication de données,
Il y a tout ce qui concerne dissimuler des informations. Aujourd'hui, le fait que environ 2 tiers des publications en France, et puis c'est à peu près pareil à l'international, voire pire, 2 tiers des publications sont sur abonnement et donc ne sont pas accessibles à des professeurs, à des citoyens tout simplement, à des ingénieurs qu'on aurait besoin pour faire évoluer un peu le truc. Ça, c'est quand même... je ne sais pas si c'est vraiment de la méconduite scientifique. En tout cas, c'est collectif et ce n'est pas en tout cas de la bonne conduite. Et puis l'ouverture des données, ça nécessite vraiment... C'est là qu'il y a, par exemple... je vais bientôt terminer. C'est là qu'il y a une question sur les nouvelles façons de frauder, notamment. Enfin, on peut penser à une assez simplement. Si les données qu'on trouve qui sont réutilisables, elles sont FAIR, faciles à trouver, accessibles, interopérables, réutilisables. Et si les données, elles sont bricolées en plus, fabriques, je sais pas quoi, si elles sont bricolées en plus, on va démarrer des travaux de recherche sur la base de données bricolées. Éventuellement, on va délivrer des thèses sur la base de données bricolées. La thèse elle-même sera valable. Enfin, plutôt le doctorant pourra avoir valablement sa thèse parce que son raisonnement sera bon. La thèse elle-même sera poubellisable parce qu'elle sera basée sur des données pourries. Ça va faire des nouvelles situations. En tout cas, il faut s'assurer, certainement avoir un système d'assurance qualité des données. Et voilà. Et puis, faut juste aussi rappeler à la fin qu'ouvrir les données, ça nécessite des efforts institutionnels. On l'a vu tout à l'heure, et puis on le voit encore. Et puis, faut avoir, par exemple, faut avoir des serveurs institutionnels. On ne va pas ouvrir les données en les mettant sur un serveur de Google, quoi. Donc, il faut avoir des serveurs institutionnels qui permettent de les ouvrir dans des conditions correctes. C'est pas juste simplement mettez donc vos données dans un serveur et puis vous avez qu'à mettre un hyperlien et puis les gens ils ont qu'à se débrouiller. Ça va avec des métadonnées, ça va avec une réflexion sur ce que veut dire ouvrir les données, comment elles peuvent être. Enfin ça c'est FAIR, c'est le contenu en FAIR, que la propriété intellectuelle qui est attachée et tout ça. Voilà. Donc 2 sujets qui sont connexes et qui sont connexes aussi sur la manière de les passer auprès des communautés parce que c'est à la fois des vieux trucs, parce que quelque part, on revient aux fondamentaux de la science, comme j'ai dit, et puis en même temps, il faut revisiter un peu. Donc, c'est à la fois profond et une simple revisite. Et donc, ça veut dire, dans les formations, on le voit d'ailleurs dans le plan pour la science ouverte, comme dans le plan intégrité, dans les formations, parler d'intégrité, parler de science ouverte, dans toutes les instances, dès qu'on a l'occasion, parler des deux sur le même plan. C'est difficile de dire s'il y en a un qui est plus important que l'autre. C'est 2 piliers et le machin s'effondre si les piliers ne sont pas là. Merci Olivier. Donc si je peux résumer, c'est important d'aller vers la science ouverte, mais il ne faut pas occulter les conséquences potentielles qui peuvent être problématiques parce que des nouvelles situations... Mais c'est le premier truc que tu as dit qui est le plus important. C'est important. Voilà, il faut y aller. Mais y aller, c'est comme, je sais pas quoi, si on traversait la route sans regarder. Donc, faut y aller et être conscient que c'est pas juste tout rose et tout va bien. Il faut réfléchir sur éventuellement les conséquences. Mais pour les anticiper, parce que globalement, c'est beaucoup de pourcents positifs. Merci Olivier. Le troisième point, alors il y a 2 questions, même 3 questions en fait dans ce point-là. La prépublication des articles est-elle obligatoire avant ou après l'expertise par les pairs? Dans ce cas, est-ce que le PPPR deviendra la règle? Alors je m'explique. D'après ce qu'a dit Martine Garnier et d'après ce que j'ai lu aussi, c'est l'article après expertise par des pairs et qui a été accepté par un journal, donc le MAA, c'est ça, qui devrait être déposé dans HAL, par exemple, en archive ouverte. Bon. Et non pas l'article avant expertise par les pairs. Et je voudrais revenir à ce deuxième point après, mais peut-être avant, si il s'agit... Alors, on soumet un article scientifique à un journal. Le journal l'envoie à des experts qui disent « Ok, l'article est bon, on va le publier ». Donc c'est l'article accepté que nous engageons à mettre, par exemple, dans HAL. Est-ce que c'est bien ça, Martine, voilà. Est-ce que dans ce cas-là, les éditeurs, et je me tourne vers Agnès Henry, qui est éditrice de plusieurs journaux, est-ce que dans ce cas-là, il y a toujours acceptation par l'éditeur de voir en quelque sorte l'article qui a été reviewé, expertisé par tout le système informatique sous l'égide de l'éditeur et qui a été accepté, de le voir partir en archive ouverte
alors que il y a une période d'embargo ou pas. Enfin voilà, comment ça se passe? Donc déjà, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris ou pas, mais pour moi, il y a une différence fondamentale quand même entre le plan S et le plan pour la République numérique de Frédéric Vidal. C'est justement cette durée d'embargo. C'est-à-dire que le plan pour la science ouverte préconise un délai d'embargo de 6 mois pour les sciences du science dure, entre le moment où l'article... Non, le plan, le plan de la République numérique de... La loi pour la République numérique autorise l'auteur. Elle décharge l'auteur. Oui, c'est ça. Elle autorise de le déposer. Elle l'autorise. Oui, mais elle préconise rien du tout. Elle l'autorise. Elle préconise rien. Elle autorise l'auteur à pouvoir déposer sa publication, donc ce qu'on appelle la version 2, avec le manuscrit, dans un délai maximum de 6 mois pour ce qu'on appelle les STM et de 12 mois pour les sciences humaines et sociales. Voilà, en fait, c'est à voir dans ce sens-là. Alors que quel que soit le contrat signé. Le plan S préconise que le dépôt soit immédiat. Alors, effectivement... Avec une licence créative commune. Oui. Le plan S demande à ce qu'il y ait un accès... C'est full and immediate, c'est-à-dire texte intégral et immédiat. Et c'est là où, effectivement, nous, pour le moment, on n'est pas conforme. Et donc, il y a ce délai qui était effectivement. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que la loi ne va pas suffisamment loin pour nous permettre d'être conformes avec le plan S. Mais le plan national n'utilise pas le terme de immédiat, mais il utilise le terme de sans délai. On n'y est pas loin quand même. Donc en fait, le plan national dit sans délai, de déposer sans délai, et voilà. Donc je pense que en fait, l'objectif, c'est la même chose, c'est que ce soit le plus rapidement possible. Et donc voilà. Donc, donc avec ces différences d'embargo, donc nous, on est éditeur dans le domaine STM. On publie effectivement de la médecine, mais aussi depuis longtemps de la physique, des mathématiques et de l'astronomie. Et c'est vrai que depuis toujours, on a autorisé nos auteurs à déposer dans les archives ouvertes dès la version acceptée de leurs articles. Donc ça posait pas de problème majeur dans ces communautés, et c'est effectivement... ça cohabite avec les revues scientifiques. Après, il faut bien se rendre compte que c'est un modèle économique. Il n'y a pas de modèle économique derrière. C'est-à-dire que ce qui permet aujourd'hui aux revues de gérer l'évaluation, de gérer le peer review, de gérer la préservation des données, enfin, éditeur, c'est tout un tas de points. Ce sont les abonnements. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est à long terme, quelle peut être la pérennité des abonnements si tout le monde sait qu'on peut trouver les articles de toute façon dans des archives ouvertes. Voilà. Donc c'est un peu le... Oui, on est au cœur du problème. Voilà, là, on est au cœur du problème. Donc jusqu'à maintenant, on a pris le risque d'accepter que les auteurs le fassent. Quel va être le moment où on va être en difficulté? C'est un peu là où c'est difficile de juger les choses. Donc parce que le green, l'open access green n'est pas un modèle économique. Voilà, le modèle économique derrière l'Open Access Green, c'est les abonnements. Vous pouvez redéfinir le green et le gold. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle gold, Open Access Green? Est-ce que je peux vous montrer ma présentation dans ces cas-là, et puis je vais essayer d'aller assez vite. Il est... Ouais, non mais je pense qu'elle est installée. Je vais essayer d'aller... Elle est là. Normalement, elle est là. Donc effectivement, comme ça a été évoqué, l'open access, c'est une vieille histoire. Ça fait déjà presque 30 ans qu'on en entend parler. Donc depuis toujours, les physiciens, les astrophysiciens, les mathématiciens ont l'habitude de déposer la version avant soumission, et puis parfois la version acceptée avant d'être mise en page par l'éditeur dans les archives ouvertes.
Ça fait déjà 20 ans qu'existent des revues, ce qu'on appelle Open Access Gold. Donc la différence entre le green et le gold, le green, c'est la possibilité, enfin c'est le fait qu'un auteur dépose son article dans des archives ouvertes, donc Archive, ou par exemple HAL en France. Le gold, ce sont des revues d'éditeurs où immédiatement sur le site de l'éditeur, les articles sont en libre accès. Donc l'exemple que vous connaissez, ce sont des revues qui sont sur Biomètre Central peut-être, ou PLOS, qui est une des revues en open access la plus connue. Voilà. Et puis la biologie ont que très récemment, je dirais que depuis 2013 aussi, leurs archives ouvertes avec BioArchive. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un monde très compliqué. J'ai entendu quelqu'un qui parlait d'un vocabulaire. On parle d'Open Access Gold, d'Open Access Grid, d'hybride, de plan S, d'Open Data, de revue pédatrice, d'Open Access Review. J'ai entendu aussi DORA, FAIR, etc. Donc pour un chercheur, c'est extrêmement compliqué de s'y retrouver. Et c'est là où on est dans une situation à peu près entre les deux. Voilà. On a tous l'impression qu'on peut être éditeur. On édite tous aujourd'hui à travers, je sais pas, vous postez quelque chose sur LinkedIn, sur Twitter, vous êtes éditeur. Et on se dit, finalement, à quoi servent les éditeurs? Parce qu'il suffit de prendre un site web, un PDF, et puis, ça y est, je suis un éditeur. Ce qui a amené la prolifération de revues prédatrices. Donc là, je réponds à une des questions qui était posée. C'est-à-dire qu'en fait, un certain nombre d'acteurs se sont dit, on va ouvrir un site web et on va profiter de ce Open Access Gold pour inciter les chercheurs à publier. On prend leur article et puis on les fait payer. Mais derrière, il n'y a pas de peer review, il n'y a pas tous les services que peut offrir un éditeur. Donc pour ceux qui sont intéressés, donc j'ai vu parmi les questions comment reconnaît-on une revue prédatrice, comment on évite de se faire avoir par une revue prédatrice. Il existe un site qui s'appelle Think, Check et Submit qui va vous expliquer et qui va vous guider pour vous aider à éviter de publier dans ce type de revue. Voilà. Donc avec ce site. Donc pour parler d'intégrité et de fake news, je pense, mais c'est normal, je suis éditrice, que l'éditeur reste quand même un rempart contre les fake news, parce qu'il travaille avec ses comités pour l'organisation de l'évaluation, pour guider un comité scientifique dans la direction éditoriale de son journal. L'éditeur s'occupe de diffuser, d'indexer, de préserver le contenu, et puis aussi, il écoute les chercheurs. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un éditeur? Comment on peut vous aider et vous accompagner pour publier vos données, vos datas? Est-ce que vous êtes prêts pour l'open peer review, etc. Donc on discute avec les communautés pour voir quels sont les modèles les plus adaptés et vous accompagner, en fait. Donc ici, ce sont juste quelques exemples. Un éditeur, il doit travailler avec tous ces organismes-là et bien d'autres pour indexer le contenu, pour désambiguïté les noms des auteurs, pour être sûr qu'il n'y a pas de plagiat, pour mesurer, par exemple avec la Metrix ou Counter, le nombre de téléchargements, utiliser les comités, aider les comités de rédaction avec des règles éthiques pour gérer tous les problèmes d'éthique, envoyer dans les bases de données, s'assurer de la préservation du contenu, etc. Donc effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'Open Access Green, c'est pas un modèle économique. Donc aujourd'hui, il permet effectivement depuis longtemps aux astronomes, mathématiciens et physiciens d'avoir un accès aux articles. Mais aujourd'hui, ce sont les revues. Les revues vivent des abonnements. Donc est-ce que c'est fiable à long terme? Ça, c'est la grande question auquel aujourd'hui on a du mal à répondre. Excuse-moi, juste pour préciser que c'est pas la même chose. Ce que font les physiciens, en réalité, je sais pas s'il y a des physiciens là, en réalité, ils publient leur préprint. En fait, la différence entre un préprint et un article ouvert, c'est pas la même chose. Donc les physiciens, ils publient leur préprint, ou les matheux, ils publient leur préprint sur une archive ouverte, oui. Typiquement Archive, BioArchive, maintenant quand on le fait en biologie, etc. On publie son préprint qui n'est pas reviewé sur l'archive ouverte, et donc il est ouvert à la communauté. Il peut être discuté déjà sur les réseaux sociaux et par la communauté de façon générale. Il peut être cité par un étudiant ou un étudiant, un futur candidat par exemple, dans son dossier de candidature à un poste prestigieux de maître de conférence ou de chargé de recherche. Voilà.
Et ça, c'est les préprints. Et ce que font les physiciens, c'est qu'une fois qu'ils ont leur préprint qui a été discuté, etc., ils le publient quand même dans une revue. Et là, qu'elle soit d'ailleurs ouverte ou pas ouverte, enfin, ils ont après une pratique de publication avec un éditeur qui est tout à fait normal. Oui, Enfin, je vais juste dire que c'est différent. Ils republient aussi la différente version. C'est-à-dire qu'ils vont mettre Oui. la première version, mais ils vont Oui. aussi publier Exactement. la version éditeur. Sur le site. Mais c'est deux objets différents. Et donc, de la même façon que le Green et le Gold Open Access sont différents, c'est deux objets différents qui n'ont pas le même statut, surtout. Et donc, on ne peut pas directement les opposer puisqu'ils sont différents. Voilà. Oui. Donc, le modèle économique n'est pas la même chose. On est vraiment dans un service public sur les préprints. Et sur les archives de préprint, c'est vraiment du service public. Donc la question du modèle économique est une question qui peut se poser, mais comme pour les services publics à la limite. Et sur le travail éditorial, c'est autre chose. Pour compléter, s'il vous permettez. Oui. Je suis directeur adjoint du service commun de la documentation, donc ce sont les bibliothèques. Sur les modèles économiques, le Gold ne se limite pas à ce qu'on appelle le modèle auteur-payeur, c'est-à-dire avec des paiements de frais de publication en amont. Il y a aussi le Gold institutionnel qui fonctionne par subvention. Et si vous prenez par exemple la liste des à peu près 13 000 revues qui sont indexées dans le DOAJ, qui fait référence et donc qui permet aussi de repérer les bonnes revues des revues prédatrices, vous avez à peu près 70% de ces revues qui correspondent, elles, au modèle Gold sans frais de publication en amont payés par les institutions, mais qui sont en revanche subventionnés par exemple, des presses académiques. Donc, dans le Gold, il y a un double modèle qui est aussi à prendre en compte et qui a une part importante et qui, y compris dans le plan S qui ouvre certaines choses de ce côté-là, permet beaucoup d'innovation du côté des universités et des organismes de recherche en termes d'hébergement de revues, d'aide à la publication, et donc qui recompose aussi ce paysage-là. C'est un modèle qu'on appelle souvent diamant et qui correspond aussi à celui d'Open Edition avec un autre modèle économique qui est celui du freemium. On a un service de base qui est gratuit et puis des services complémentaires qui, eux, sont payants. Par exemple, on a le HTML, mais on n'a pas le PDF. Donc il y a un paysage là-dessus qui est relativement difficile à lire, mais qui ne se limite pas à cette alternance vers auteur-payeur. Je me risque un petit point d'humour, c'est que je comprends mieux pourquoi je n'arrive pas à répondre aux questions en général quand je fais des cours. Mais je pense qu'il faut continuer parce que c'est vraiment très complexe actuellement. La situation est très complexe. Je ne dis pas que vous n'expliquez pas bien, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais que la situation est tellement complexe. Non, mais la dernière présentation que j'ai faite auprès des directeurs d'unité de l'Université Paris de Diderot, un mathématicien m'a dit « Arrêtez, c'est trop complexe, il y en a assez. » Voilà. Malheureusement, on n'a aucune prise sur la complexité du monde, et c'est vrai que ce plan S, qu'on pourrait peut-être aussi examiner un petit peu plus en détail, ajoute des choix possibles et des évolutions possibles. Les grandes différences, c'est que la loi pour une république numérique, comme on le disait, elle ouvre des droits, et elle ouvre des droits qui sont opposables aux éditeurs, aussi vertueux soient-ils que des patiences. Et donc à partir de 6 mois après publication ou à partir de 12 mois, on peut déposer en archive ouverte. Le plan S, c'est un plan qui s'efforce sur un périmètre qui est complètement différent. D'abord, il est européen dès le départ, mais c'est largement élargi depuis. Aux États-Unis, aussi en Afrique, il y a des discussions avec la Chine. Donc, c'est un modèle qui essaie de faire un levier à partir des agences de financement que nous connaissons, à commencer par l'ANR, pour basculer dans un autre modèle économique. Et donc c'est un plan d'accompagnement à un changement économique des éditeurs, mais qui pose aussi beaucoup de questions aux chercheurs, parce que d'ici le 1er janvier 2021, en fonction des appels à projets auxquels ils auraient répondu, ils devront se conformer à certaines exigences en termes de publication. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous dites là, et c'est justement la complexité qui fait que c'est très important qu'on ait ce type de débat ici aujourd'hui, je crois. Justement, pour la complexité, aujourd'hui on est dans un monde où cohabitent les abonnements, l'Open Access Gold, l'Open Access Diamant, etc. etc. Vous avez peut-être entendu parler, je vais mettre un mot compliqué encore en plus, qui est les Transformative Agreements, qui parle d'un postulat qui est qu'a priori, il y a assez d'argent dans le système via les abonnements et qu'il faudrait transformer les dépenses d'abonnement en dépenses pour publier en open access.
Voilà. Donc j'ai mis un petit exemple qui vous retrouvez dans un article qui a été publié dans les Reflets de la physique, avec des chiffres qui ont été calculés par des collègues chercheurs au CNRS, qui sont à prendre avec des pincettes, mais qui disent en gros, on dépense en abonnement 120 millions d'euros. D'après le Web of Science, il y a à peu près 80 000 publications en France. On peut se dire que cet argent pourrait être globalement utilisé pour publier en open access. Alors évidemment, c'est pas aussi simple parce que sinon, ça fait longtemps qu'on l'aurait fait, et parce que les dépenses d'abonnement sont difficilement à des endroits. Mais bon, c'est un petit peu le problème, c'est-à-dire qu'on veut arriver à ce point-là, et là, on est au milieu avec des abonnements, des archives ouvertes, etc., etc. C'est aussi un poil plus complexe parce que les dépenses d'abonnement incluent les frais de publication et d'autres choses. Et donc voilà. Donc la division, peut se faire sur un montant qui est inférieur à 120 millions et donc du coup arriver à un résultat qui est inférieur à 1500. Le coût de fonctionnement pour les archives institutionnelles de type archive ou comme ça, c'est quelques dollars par publication. Bien entendu, il n'y a pas les services qui sont autour, c'est juste l'archivage. Voilà, et là, oui, ça marche, merci. Alors en fait, là, on peut continuer peut-être avec Christophe Pion, si vous avez une présentation, je crois. Sur le plan S, sinon, il y a la question qui arrive juste derrière celle-là, qui est, et ça a été évoqué pour la physique, si on soumet en archive ouverte un article qui n'a pas été revu par les pairs avant, on se retrouve face à un article qui peut être complètement, on va dire, bidon, et donc qui est soumis à des critiques que on pourrait considérer comme... Alors, c'est plus du post-publication peer review, mais pratiquement, oui. C'est-à-dire, il faut à ce moment-là que la communauté scientifique regarde les articles et fasse des critiques en ligne. Et il y a un site qui a été créé en 2012 par Brandon Stell, qui s'appelle PubPeer. Et on a ici avec nous Boris Barbour, qui est co-organisateur de PubPeer. Et peut-être, Boris, tu peux exprimer ton opinion là-dessus. Est-ce qu'on peut considérer que tous les articles devraient être en open access immédiat ? Je peux écrire que si je casse la table en petits morceaux, que je la mets sur des cellules, ça les fait proliférer. Je mets ça en archive ouverte et j'attends que les collègues scientifiques me disent c'est complètement bidon. Est-ce que tu penses que c'est adaptable à toute la science ? Alors, déjà bonjour. Juste une première question. Qui connaît le site PubPeer ? Donc, pas tout le monde, pas tout le monde. Donc, à force, mais pas tout le monde. Donc, juste peut-être un ou deux mots d'introduction. Non, je pense que c'est pas la peine. C'est une réponse à un problème un peu général, qui est qu'on constate qu'on laisse publier des articles qui sont pas tous bons. Donc je pense que chacun, dans la science en tout cas, dresse assez rapidement une liste d'articles favoris où vous savez que l'article est faux, qu'il n'aurait jamais dû être publié, c'est un scandale, donc tout le monde a ses favoris. Et le site, en quelque sorte, répond très pragmatiquement à ce problème, qui est que les filtres, les revues, sont loin d'être parfaits. Et je ne suis pas sûr que ça s'améliore, en réalité. Je pense que les pressions sur les gens, les référies, les auteurs, sur notre temps de travail, est telle que la revue devient de plus en plus superficielle, j'ai l'impression. Et donc, clairement, il y a des failles dans le système. Donc, notre site, c'est très simple. C'est si vous constatez un problème, si vous avez une question, si vous formulez une critique sur un article, vous pouvez le partager directement par l'Internet avec tout le monde. Donc, on court-circuite, on rend aussi simple que possible de partager l'information avec tout le monde qui s'y intéresse, et on court-circuite un certain nombre d'acteurs avec des liens, conflits potentiels d'intérêt, c'est-à-dire les auteurs, les institutions et les journaux parfois.
qui n'ont pas tellement envie de se laisser critiquer publiquement. Voilà. Alors l'origine du site, c'était peut-être plutôt une démarche de qualité de science, mais on s'est vite vu projeter dans l'intégrité, parce qu'il se trouve qu'un certain nombre de gens trichent de manière assez grossière dans la publication. Donc ce qu'on voit souvent signalé sur le site, c'est des manipulations de figures. Donc on est connu pour ça. Il n'y a pas que ça sur le site, mais les scandales qui nous portent au quotidien, c'est typiquement ça. Donc donc on a une solution pragmatique à un problème qui devrait disparaître dès que on ne publie que la science de bonne qualité et intègre. Donc est-ce que ça va être temporaire ou non? Je ne sais pas. Peut-être pas. Et donc ensuite, quel serait le cadre idéal de publication? Est-ce qu'on fait... Donc il y a des extrêmes possibles. Donc il y a des jours où peut-être on s'exprime dans ce sens, nous, les organisateurs, on dit tout devrait être simplement posté en ligne sous forme de preprint. Tout le monde serait à la même enseigne, il n'y aura pas d'impact, de facteur d'impact ou de nom de journal. Tout le monde sera lu à égalité. Et si l'article intéresse, s'il y a quelque chose à dire, les gens vont mettre leurs commentaires et faire la revue après coup. Donc il y a certainement des avantages d'égalité. Il est, à mon avis, très très difficile de juger de l'impact d'une publication à l'avance. Donc on a une journée maximum pour évaluer un article dans les 2 semaines qu'on nous donne, typiquement, une demi-journée. Donc est-ce qu'on va vraiment bien évaluer, identifier l'impact futur de l'article? Rarement, je pense. Donc ça, c'est un extrême. Plus de journal, juste des preprints et l'évaluation comme on peut, comme on veut, qui sera probablement très éparse dans ce cas-là. Je pense qu'il y avait un article assez remarqué par Tim Gowers qui disait que, en fait, on publie trop, il y a peu d'articles qui sont intéressants et les gens vont se focaliser sur les quelques articles qui les intéressent, où ils sont experts. Il y aura peu de revues et que c'est naturel. Donc c'est possible. Donc après, on peut prendre une approche beaucoup plus évolutionnaire et se dire que toute revue est utile. Donc, s'il y a des gens qui ont lu l'article avant la publication, ça, c'est une information utile, d'ailleurs, qu'il faudrait partager. Donc, je pense que ça, c'est un point important qui répond à une des questions ici. Comment identifier un journal prédateur? C'est très simple. Si tout le monde publiait ses revues, on verra bien quelles revues ils avaient. Donc, je pense que les journaux prédateurs n'en ont pas de tout. Et je pense que c'est un secret assez peut-être mal gardé maintenant. La plupart des journaux, je pense que les revues qu'ils obtiennent sont assez superficielles, même parfois dans les bons journaux. On a du mal à trouver des relecteurs et qui fassent vraiment bien leur travail, qui soient experts, qui soient honnêtes quand ils ne savent pas, quand ils ne comprennent pas. Il y a beaucoup de failles potentielles dans le système. Donc, je pense pour être pragmatique, on va avoir une évolution. Il y aura une évaluation des manuscrits dès que ça paraît sous forme de preprint, plus formellement aussi et quand c'est soumis aux journaux. Idéalement, toutes les revues seraient publiées, même dans les journaux qui rejettent les papiers, ça serait bien un jour. Mais ça, c'est une information totalement perdue actuellement. Et voilà. Donc, et après publication formelle, bien sûr, il peut encore avoir des failles dans les articles et qu'on puisse l'évaluer après coup. Donc, notre site est disponible pour ça, mais il y a aussi d'autres possibilités. Merci Boris. C'est assez éclairant et en fait, il y a un débat vraiment de fond qui est entre, on va dire, Boris et Agnès, puisque est-ce qu'on peut publier tout immédiatement sans reviewing ou sans expertise, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait un éditeur
ou d'ailleurs une institution qui se charge de faire ce travail d'expertise et mais il faut avec ça qu'il y ait l'accès ouvert. Donc je pense que le débat, d'après ce que j'ai compris, l'ANR, l'INSERM, le CNRS, etc., favorise le dépôt dans HAL ou dans BioArchive, ACAV, etc., d'articles acceptés par l'éditeur. C'est ça qui est favorisé, et pas, si j'ai bien compris, ce que défend... Non, j'ai peut-être pas bien compris. Dans BioArchive, les articles ne sont pas nécessairement acceptés. C'est tout article. D'ailleurs, de temps en temps, ça crée, par exemple, la polémique qui est en ce moment dans le domaine des pesticides sur les SDHI. C'est basé sur un préprint qui ne contient pas de données, mis à part dans une figure quelques trucs sans préciser les méthodes d'analyse, de production des données, etc. Et ça crée une polémique. Mais il y a quelques années, toujours dans mon domaine agronomie, désolé, il y a quelques années, le papier de Serralini en 2012 est passé à travers un dispositif de peer review apparemment, puisqu'il a été publié dans un journal à comité de lecture, et il a créé lui aussi une polémique derrière. Il a été rétracté ensuite, etc. Mais il a créé, n'empêche, la polémique, elle reste. Et donc, c'est pas forcément une garantie en tant que telle. Et donc, ce que recommandent aujourd'hui les institutions, c'est globalement plutôt d'utiliser des archives de type archives de préprint. Et puis, par contre, ensuite, il faut qu'on invente les services qui vont avec. Et des services de type Peer Community In, par exemple, regardez, c'est un truc qui est expérimental, mais c'est intéressant comme principe. Et à partir du moment où un article est publié dans une archive de préprint avec un DOI ou un numéro d'accès, archive, pas de DOI, mais c'est la même chose, à ce moment-là, on peut, ce que fait Peer Community In dans les différentes disciplines in Evolutionary Biology, in Ecology, etc., c'est de publier des revues, des commentaires sur cet article, des recommandations sur cet article. Et à ce moment-là, l'article peut être enrichi, puisqu'effectivement, dans l'archive, il peut y avoir les versions successives et la version définitive des auteurs, qui peut être celle qui précède juste le dépôt dans un entre guillemets, vrai journal. La version définitive des auteurs, elle inclut les recommandations qui sont avec. Et il y a des éditeurs, ils prennent ça, un article plus des recommandations, ben ça, tiens, j'ai même pas besoin de le passer en revue, le travail est mieux fait comme ça, et en plus, il est ouvert. Et donc, c'est plutôt ce genre de travaux. Ce que je voulais dire juste, on oublie souvent, dans le processus actuel, je voulais juste prendre la parole sur ça, désolé, dans le processus actuel de peer review, il y a quelque chose qui est très important, qui est l'étanchéité entre deux journaux sur le processus de peer review. C'est super important, la confidentialité, etc. L'énorme danger de ça, c'est que vous êtes un fraudeur, par exemple, vous soumettez votre article à un premier journal, vous vous faites pincer, vous vous faites insulter par l'éditeur, c'est pas très agréable, mais vous soumettez un deuxième journal, puis un troisième, puis un quatrième, ça finira bien par passer. Et ça, c'est quand même très ennuyeux. Oui. Avec les systèmes de type peer community, où les recommandations, somme toute, suivent le DOI de l'article au fur et à mesure de son existence, c'est beaucoup plus difficile de passer à travers ce genre de mailles. Je crois d'ailleurs, après je vais repasser la parole à Agnès Henry, mais je crois, Michel Paul, que d'après ce que j'ai vu moi de l'INSERM favorise le MA, c'est-à-dire que c'est vraiment, il suggère que ce soit le manuscrit accepté qui soit déposé et pas avant l'expertise par les pairs. Je me trompe. Alors, le dépôt dans HAL sera toujours le manuscrit auto-accepté et ça deviendra même une obligation désormais qui sera liée en fait à l'évaluation de l'activité d'un chercheur. Et pour ce qui est des vrais préprints, donc on n'a pas de recommandation particulière, juste on admet que c'est une autre façon de communiquer sur la science, mais on ne recommande absolument pas, par exemple, et encore moins on oblige de déposer dans BioArchive un préprint. Donc on n'a pas de position particulière par rapport à ça. D'accord. Et donc ça, comment dire, ça, dans l'esprit de certains, dans le mien, ça laisse un flou sur la politique française dans le domaine. Et peut-être je me trompe, on va pouvoir y revenir. Mais Julien, alors peut-être avant, on n'a pas entendu Julien Sempéré, et je pense que... Donc est-ce que vous pouvez vous représenter je travaille effectivement à l'Université Paris-Saclay, je travaille beaucoup sur tout ce qui est bibliométrie d'ailleurs, et au sein du projet Learning Center que je mène, on travaille aussi sur la dimension de l'écrit, et du coup d'ailleurs on travaille avec des PSciences sur des sujets comme des ateliers d'écriture et de la formation pour les chercheurs et les doctorants. Donc aussi bibliothécaire, même profil que Christophe,
et notamment les questions auxquelles je peux le plus répondre, c'est les rôles des bibliothécaires documentalistes. Sur ce dernier sujet, il faut simplement comprendre qu'il y a des cultures différentes et ce qui aujourd'hui n'a pas été remplacé, c'est la capacité d'un journal ou d'un éditeur à donner une référence fixe. Et dans tout ce processus, quand quelqu'un cite un préprint, etc., ou quand dans une publication on fait référence à quelque chose qui est dans une archive ouverte, on va pousser vers un DOI, etc. Mais on est capable de donner une référence. Et cette référence va derrière assurer que c'est un journal à comité de lecture, etc. Donc c'est une des manières de bien montrer que dans un préprint, il y a effectivement plusieurs, je dirais plutôt le terme d'état d'un préprint, et que donc on est un état validé. Et d'ailleurs, on n'a pas évoqué, il y a des choses comme Sherpa Romeo, et on peut, avec du green, mettre même un post-print en fonction des politiques de telle ou telle revue sur des archives institutionnelles. Mais il y a eu une remarque tout à l'heure qui faisait état de mais qu'est-ce que c'est compliqué tout ça, et en fait, là, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est une politique internationale, nationale. Et quand on est dans une université comme l'Université de Paris ou l'Université Paris-Saclay, on est dans un contexte où vous avez tous les organismes de recherche qui développent chacun une politique, on vient de le voir, l'INSERM a des recommandations, le CEA en a, le CNRS en a, etc. Ensuite, vous avez les acteurs locaux. En l'occurrence, à Saclay, on a la chance d'avoir le niveau établissement composante, c'est-à-dire vous avez des grandes écoles qui, elles aussi, ont leurs recommandations, avec des mandats ou pas de dépôt d'articles. Et vous avez les universités, évidemment, en partie prenante, et le tout est en train, évidemment, de former des universités expérimentales. Donc, on est dans un contexte où le monde de l'édition est en train de se transformer avec la dimension sciences ouvertes, et où les universités sont en train de développer des nouvelles politiques, des nouvelles dimensions de transdisciplinarité, où c'est très fort. Vous avez eu ce matin Emmanuel Hirsch, je suis sûr que autour de Poélétis, il a expliqué certains aspects aussi de cet encouragement à l'interdisciplinarité. Et quel est le rôle, au-delà des bibliothèques, mais des politiques universitaires dans ce cadre-là? C'est, la journée évoquait le bottom-up. Là, depuis tout à l'heure, on est dans le up-bottom très fort. On est surtout dans le up. Et il n'y a pas tellement le bottom pour l'instant. Mais c'est normal, parce qu'on a besoin d'un paysage global pour tout ça. Mais après, quand vous avez devant vous des doctorants, ou même dès le master, etc., on en revient des choses de bon sens. Et dans chaque discipline, en fait, on trouve des réponses à toutes les remarques qu'on fait jusqu'aujourd'hui. Par exemple, tout à l'heure, vous avez évoqué l'aspect de la source, de la qualité de la source, la qualité de vérifier qu'une information est valable pour faire de la recherche. C'est quelque chose qui est valable depuis des centaines d'années, et c'est pas avec les données de la recherche que ça change. C'est simplement que nous, alors enseignants, chercheurs, bibliothécaires, etc., dans nos cours et dans nos enseignements, dans nos formations, on doit mettre ça comme premier niveau. Ensuite, vous avez évoqué, on peut faire des fausses données, en fait. Vous avez, il y a des choses comme la Cochrane dans des disciplines biomédicales qui depuis longtemps fait des maths statistiques pour vérifier qu'on n'a pas inventé des résultats. Bon, et si vous voulez, l'enjeu dans tout ce paysage, et on a vu tout à l'heure, non seulement il y a des cultures différentes de thématiques, mais il y a des établissements, si vous avez le même schéma qu'on a vu, qu'on avait montré sur la physique, les maths sont à 55-61% sur cela. Si vous prenez le CEA, le CNRS, l'INRA, etc., en fonction des politiques de chacun, aujourd'hui, vous retrouvez des chiffres, alors souvent qui sont corrélés entre la thématique et la discipline de la recherche. Puis il y a des choses plus pluridisciplinaires, mais qui ont eu des mandats de dépôt ou pendant de dépôt. Donc vous allez voir bon, là, dans le paysage Saclay, c'est 13% de la recherche. On va dire que c'est significatif en termes de. Et nous, quand on fait ce genre d'exercice, on se rend compte qu'effectivement, le CNRS au global, dans Saclay, qui est pluridisciplinaire, eh bien, vous retrouvez pas forcément les pourcentages de telle ou telle discipline, puisque évidemment, il y a des tendances plus ou moins fortes en fonction des disciplines. Donc, je dirais qu'il y a une couche supplémentaire de complexité du fait de cette institutionnalisation des politiques et de cette interprétation des plans dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, quel est notre rôle et quel est l'enjeu aujourd'hui? C'est de simplifier, de faire des choix d'explication dans des politiques locales, d'être compatible avec tout ce paysage, parce que là on a oublié tout un pan qui est là, les rues par exemple, pour la CURIF, tous les organismes, organisations et confédérations et fédérations de grandes écoles, d'universités, etc. Voilà, je ne veux pas rajouter une couche supplémentaire, mais par exemple là, les rues a publié une roadmap en une 50aine de points pour appliquer et insister sur la dimension sciences et société, qu'on a effectivement, la semaine dernière, le recteur d'Utrecht, qui est une université qui est à les rues, a développé toute sa politique sciences et société, et lui il part de cet enjeu de sciences et société pour ensuite avoir une politique sur la publication et sur les données. Alors que nous en France actuellement on a plutôt tendance à partir de l'application de la loi pour une république numérique, de l'open access, de commencer à parler de d'EOSC, etc. Et finalement la science et société c'est quelque chose qui vient après. Donc on a des façons de l'aborder très différentes en Europe d'un pays à l'autre, d'une université à l'autre. Et donc pour conclure, pour rendre la parole, simplement pour dire que peut-être que notre rôle au sein de l'université, c'est d'avoir si possible une lecture simple de la situation, proposer des pistes
de premier niveau pour accompagner déjà que les doctorants, les chercheurs puissent avoir des premiers réflexes tout bêtes de oui, j'ai le droit de faire ça, non. Et après, en développant leur esprit critique, développant leur esprit de chercheur, ils auront la curiosité dans leur thématique d'aller plus loin. Et nous, on est aussi des passeurs, c'est-à-dire des passeurs d'une thématique à l'autre, en proposant des méthodes croisées, des choses qui se font très bien dans une discipline. Parce que pourquoi l'astrophysique, ça marche comme ça? Parce que c'était très cher d'avoir des images, et donc ils ont dû travailler ensemble. Donc vous avez une des raisons qui les a poussés. Un des leviers était évident. Pareil pour le climat et l'environnement, quand il faut aller chercher des choses au Groenland, ça coûte très cher, donc on finit par partager les données. Donc on s'intéresse au DMP, etc. Donc à nous de voir dans chaque discipline quels peuvent être nos leviers, et d'essaimer, si je veux dire, des méthodologies pour que ça encourage la transdisciplinarité et une culture commune autour de la donnée, de la publication, parce que voilà, il y a des grandes choses qui peuvent tout à fait se retrouver, et après on ira vers la complexité dans les réponses et dans le niveau 2, niveau 3, etc. Je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse ce travail de simplification, non pas simpliste, mais de simplification, sinon excusez-moi, mais le charabia qu'on utilise, ça fait des mois et des années que je suis imprégné dans ce genre de conférences, où je me dis, mais mon Dieu, au bout de 10 minutes, un doctorant qui arrive et qui a jamais entendu parler de ça, on l'a perdu, c'est terminé. Donc, j'encouragerais mes collègues, quand on fait des formations, on a la chance d'avoir 10 minutes dans un labo, d'avoir une présentation, vous voyez, ma thèse en 180 secondes, quoi. C'est-à-dire ma publication en 180 secondes, quelques éléments clés, déjà prenez ça, nourrissez-le, faites des démarches dans ce champ qui est clair, nous mettre des outils simples d'accompagnement, et après, quand il y a besoin de conseils avancés, qu'on ait le niveau pour suivre et pour accompagner ça. Voilà. Il faudrait que ça se fasse au niveau national. Avec une traduction locale. Il faut une traduction locale. Il faut, chacun, on a voilà. Maintenant, on a les outils internationaux, on a les outils nationaux, on a les lois, mais il faut qu'on simplifie maintenant. Voilà. C'est même international, parce qu'en fait, les étudiants, c'est les futurs postdocs, les postdocs, c'est les anciens doctorants qui viennent d'autres pays, etc. Et donc, c'est même international. C'est ça une vraie difficulté. C'est pour ça qu'à la limite, c'est important que chaque institution ait une politique, et parce que c'est de cette façon-là qu'on l'a fait passer. Enfin, voilà, c'est important. Mais c'est très important qu'il y ait des choses comme le plan S ou des choses à visibilité internationale, parce que ça donne des grandes lignes. Et parce que sinon, dans le charabia qu'il y a, parce que objectivement c'est un peu compliqué, parce que ça a été à un moment donné extrêmement simplifié. Dans le charabia qu'il y a, on va revenir sur des trucs très simplifiés. T'as qu'à mettre ta publication là, t'as qu'à mettre des sous avec, on va s'en occuper, et puis on va te donner un facteur d'impact à la fin. Et comme ça, pour l'évaluation, il suffira de regarder le facteur d'impact. Mais c'est janvier 2021 quand même, donc. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais en même temps, faut le faire. Et puis on voit bien que, je sais pas si en janvier 2021, ce sera terminé, on commencera à être opérationnel. Faut s'engager dedans. C'est une transition, faut s'engager dedans. Et elle est systémique. La vraie difficulté, c'est qu'elle est systémique. C'est pas comme un truc où on change juste, on bouge juste un levier. C'est l'ensemble du système. On n'a pas parlé beaucoup de l'évaluation parce que je crois que c'est la table ronde d'après. Mais l'évaluation, c'est évidemment un facteur très très important. Si on demande de publier dans des revues ouvertes, si on demande de mettre les préprints et de développer des tas de nouveaux systèmes autour des préprints, et c'est des bonnes idées, blablabla. C'est un peu compliqué, mais c'est des bonnes idées. Évidemment, si derrière les évaluateurs, ils regardent le nombre de publications et les facteurs d'impact, on va pas aller loin. Voilà, et donc, d'où Dora, etc. Ça fera partie de la table ronde d'après. Je voulais juste, je redonnerai la parole à Agnès Henry juste après, parce que je pense qu'il est important de parler des revues hybrides, et le temps passe, et je pense. Alors, on a commencé avec une demi-heure de retard à peu près, donc il faut qu'on ait un petit quart d'heure de plus. Une demi-heure. Donc, je vais peut-être repasser un petit peu la parole rapidement à Christophe Pion, qui voulait rajouter quelque chose. Et ensuite Agnès Henry, si vous voulez bien, sur les revues hybrides. Et puis, il y aura 10 minutes de questions. Il y a une question, monsieur. Oui. James. Bonjour James. Je remercie l'ensemble de Christian Hervé et l'ensemble des gens que je connais et que j'ai eu le privilège de connaître. Dans les années 90, on a créé ANDEM, NAS, on a créé un effort de faire the Cochrane Evaluation and Evidence-Based Medicine. On a créé des efforts à l'INSERM de do the MD-PhD programs. Vous savez, je fais avec Brichot, etc. Ma question est, nous savons que PubPeer, excuse me, it's an American from Los Angeles, okay? PubPeer, c'est 2012, donc on est en 2019. C'est vraiment dommage, votre réponse est remarquable, c'est une systémique, c'est un problème systémique. Deuxièmement, ma question de base est comment on peut assurer que l'éducation
dès le début de la médecine, dès le début de la science, dès le début de tous les différents métiers qui doivent être intégrés dans les publications, suivre cette remarquable session qui disent comment on établit une vérité d'une connaissance. Qu'est-ce que c'est une publication level 1, level 2, level 3, level 4? Est-ce que le NCBI of the National Library of Medicine est un véritable système de contrôle, ou est-ce qu'en France, le système S ou le système être va changer tout ça différemment? Ces questions-là méritent, et je vous remercie encore Christian Hervé, c'est dommage qu'on n'a pas un ensemble des étudiants ici pour vraiment apprécier la valeur de ces questions et la valeur de les personnes que vous avez organisées. Je vous remercie beaucoup. Oui, alors nous avons essayé d'avoir beaucoup d'étudiants et c'est toujours la même difficulté. Avant je vais passer la parole à l'auditeur, mais je crois qu'il y avait encore un petit mot de Christophe Pion d'abord et ensuite d'Agnès Henry. Très rapidement pour compléter ce qui vient d'être dit, on est effectivement à un moment charnière, on a eu des lois, on a des engagements volontaires à tous les niveaux internationaux et maintenant on en est aux stratégies d'organismes de recherche et d'universités. Donc là, c'est là que les choses se nouent, surtout sur des politiques de sites d'universités qui fusionnent et qui doivent se coordonner entre les universités qui les composent et les établissements autres, grandes écoles ou organismes de recherche. Donc je crois qu'un élément important, c'est qu'effectivement, dans un paysage très complexe, il faut poser des choses simples. La première chose à construire, c'est un écosystème. En tant que doctorant, enseignant, chercheur, étudiant, où puis-je me tourner pour avoir une réponse à ma question qui concerne les publications, les données? Quels outils puis-je utiliser dans mon institution et de quel accompagnement est-ce que je peux bénéficier? Et donc la première chose à faire, c'est une coordination de tous les personnels d'information scientifique et technique, qu'ils soient bibliothécaires, documentalistes, IGE, etc., dans les bibliothèques.